Vous êtes très nombreux en train de nous suivre, mesdames et messieurs. Merci pour la confiance, la grande que vous renouvelez encore à ce média écologiquement correct. Mesdames et messieurs, je reçois ce soir pour vous Fiston Moenga Manara. Il est analyste, mais aussi membre de la coalition de la lutte contre la torture. Avec lui, nous allons aborder une question importante. La question liée justement à l'environnement carcéral en République démocratique du Congo et toutes les lois qui vont avec. Il va nous expliquer en long et en large ce dont il est question, mais aussi, en même temps, les aspects que nous rencontrons chaque jour dans notre société, liés justement à des arrestations qui peuvent être arbitraires ou encore qui peuvent parfois être reconnues par la loi, mais dont qui parfois souffrent, n'est-ce pas, de certaines irrégularités. Ce sont les aspects que nous allons aborder ce soir avec notre invité. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, messieurs les journalistes. Un plaisir de vous avoir ce soir sur ce plateau. Merci beaucoup, merci de m'avoir ici. Merci à tous. Ils sont très nombreux en train de nous suivre. Je vous ai présenté comme membre de la coalition de la lutte contre la torture. Mais déjà, vous êtes aussi juriste de formation. Oui, d'abord, je suis juriste de formation. Je suis aussi chercheur en droit humain, militant aussi des droits humains, et membre de la coalition contre la torture. Donc, il y a aussi une organisation, une structure qui travaille dans la lutte contre la torture et les mauvais traitements dans les cachots. Voilà, pour les raisons que nous menons comme travail, c'est dans ça que nous travaillons. Très bien. Voilà, parce qu'il faut dire qu'il y a beaucoup de problèmes. On a vu le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, se battre pour qu'il y ait un état de droit, un état où les droits, disons, les lois sont respectées dans tous les sens, n'est-ce pas, le respect des droits humains. Et il y a aussi, mais malheureusement, en même temps, on continue encore à vivre beaucoup de problèmes. Alors, je voudrais commencer avec vous, expliquer à nos téléspectateurs ce que dit justement la loi par rapport à la durée de la garde à vue au cachot de la police nationale congolaise, parce que dans ce cadre-là, il y a beaucoup à dire. Hein. Parfois, on viole des textes et des lois. Voilà, merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour la question. En fait, c'est une question un peu aussi pertinente, parce que c'est une question qui reste, qui laisse beaucoup de gens perplexes. Il y a des gens qui se demandent c'est quoi la garde à vue, comment est-ce que ça se passe au niveau des cachots, parce qu'il y a des fois, il y a d'autres familles qui se lamentent souvent en disant que nous avons amené, on a arrêté notre frère dans ces cachots ici, on l'a arrêté pendant, il vient de faire là-bas 5 jours, 6 jours, on ne voit ni personne, on ne voit ni le magistrat, c'est seulement entre les mains des OPJ. Voilà, en fait, ce sont là des problèmes qui se passent au niveau de nos cachots. Et c'est pour cela que je vous ai dit, avant que nous puissions aborder d'abord le vif de notre sujet, je voudrais d'abord commencer par une petite présentation d'abord de l'organisation. Ah, de ce que vous faites, hein, de ce que vous êtes, allez-y. De ce que nous sommes d'abord. Ici, d'abord, dans ce plateau, je suis comme membre de la coalition Lutte contre la torture. Et c'est une coalition de plus de 26 organisations qui travaillent sur un projet qui s'appelle Restore, qui veut dire Résistons contre la torture. C'est un projet qui est coordonné sur le terrain par l'organisation Arche d'Alliance, ARAL. D'abord, c'est l'organisation qui m'a mandaté en tant que membre de la coalition de venir présenter avec vous l'émission d'aujourd'hui sur l'environnement carcéral dans notre pays. Et puis, c'est plus précisément à Kinshasa. Le projet Restore 2, c'est un projet qui cadre avec 4 communes ici à Kinshasa. Nous travaillons dans 4 communes à Kinshasa. Nous sommes en Ngiringiri, nous sommes à Bumbu, nous sommes en Sélé et nous sommes aussi à Massina. Donc, c'est dans ces 4 aires-là, 4 communes que vous travaillez déjà. Nous travaillons dans le cadre de ce projet-là Restore 2, qui veut dire Résistons contre la torture. Dans le cadre de ces projets, nous faisons le travail de monitoring des cachots, des monitoring pour se rendre compte de la manière dont les gens sont arrêtés, les gens sont détenus dans les cachots. C'est un problème sérieux chez nous. Quelles conditions qu'ils sont en train de passer, de quelle manière ils vivent dans ces cachots-là. Est-ce que réellement leurs droits
sont respectés. Parce que ce n'est pas parce qu'on a arrêté quelqu'un que directement il est limité dans ses droits. Il perd ses droits. Il vient de perdre ses droits. Mais on peut même aller au-delà des arrestations. Oui. Même avant l'arrestation. Comment cette arrestation se fait? Déjà, la torture commence à ce stade-là. Voilà, les gens sont brutalisés, ils sont traités comme si ils n'avaient pas droit à la vie. C'est ça la question. Et à la dignité humaine. C'est ça la question maintenant que la coalition travaille là-dessus. Et comme je vous ai dit, c'est Arche d'Alliance qui coordonne l'activité sur le terrain. Nous sommes appuyés financièrement par l'Union européenne, mais techniquement, c'est RSN qui nous accompagne sur le terrain. Voilà en quelques mots de la présentation de... Très bien, de ce que vous êtes en train de faire. Ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de travailler sur un projet qui cible les 4 communes ici à Kinshasa. Mais au-delà de ces 4 communes, il faut dire que le problème lié justement à maltraitance, si vous voulez, au non-respect des droits humains, c'est un problème qui caractérise d'ailleurs plusieurs aires, pour ne pas dire toute la République démocratique du Congo. Si nous prenons les cas liés à l'environnement carcéral, on peut même aller au-delà de la brutalité, au-delà de tous les traitements inhumains qu'on inflige aux gens. Il y a même les conditions dans lesquelles les gens se retrouvent. C'est vrai que nous allons aborder cette question. Voilà. Alors vous, en tant que citoyen congolais d'abord, avant d'arriver à ce stade-là, lorsque vous regardez le Congolais, est-ce que c'est un homme ou une femme qui connaît ses droits, ou finalement c'est quelqu'un qui vit dans un monde qui ne maîtrise pas assez? Merci beaucoup pour cette question, monsieur le journaliste. En fait, nous avons un petit problème, pas un petit problème, mais un sérieux problème dans notre pays. Parce que la loi est claire. La loi dit « nul n'est censé ignorer la loi ». C'est-à-dire, lorsqu'on dit que nul n'est censé ignorer la loi, que tu sois un citoyen de basse classe, tu as l'obligation d'être informé de tout ce qui se passe dans votre pays. Que ce soit des lois qui sont promulguées. Ce n'est pas pour rien qu'on a mis le journal officiel. Oui. Le journal officiel a été mis là-bas pour permettre à tout Congolais de s'enquérir de tout ce qui est... Mais est-ce qu'on vulgarise aussi? Est-ce que le petit Congolais lambda qui nous suit là, il a le temps d'aller chercher le journal officiel? Vous voyez, aujourd'hui, ce n'est plus comme c'est passé auparavant, où pour avoir ne fût-ce qu'un livre du droit, où il fallait faire des kilomètres ou avoir beaucoup de moyens pour l'acheter. Mais aujourd'hui, l'homme blanc a réduit tout ça à des fichiers, des simples fichiers. Dans votre téléphone, vous pouvez avoir toutes les lois possibles du pays. Il faut aussi avoir des moyens d'acheter les mégas, il faut avoir les moyens d'avoir un téléphone qui vous permet de contenir tout cela. C'est sûr, c'est sûr. Ça aussi, c'est une autre paire de manches. C'est sûr ce que vous parlez, mais en voyant avec ce qui se passe dans des villes comme Kinshasa, personne ne peut me dire aujourd'hui qu'à Kinshasa, qui n'a pas les moyens de se procurer un téléphone, même un téléphone Android. Je peux comprendre une maman qui habite les fins fonds du pays. Pour lui, je peux pour elle, à Kinkanga, dans le Congo central, qui est par exemple chez nous là-bas à Dimbelenge, qui est à Katako, tout ça. Peut-être cette maman-là, moi je peux manquer. Mais celui qui habite déjà la ville de Kinshasa ne peut pas me dire qu'il peut manquer un téléphone Android. Pour s'en procurer et télécharger tous les documents, toutes les lois possibles. Les problèmes avec aujourd'hui la société congolaise, nous n'aimons pas la lecture. C'est un problème de culture aussi. C'est pourquoi beaucoup on viole leurs droits à leur présence, ils ne savent pas comment réagir et comment revendiquer. C'est sur base de cette question-là que avec vous, je vais essayer d'expliquer à nos téléspectateurs de quelle manière se passe la garde à vie dans notre pays. Très bien. Et aussi, par rapport au projet, parce que le projet, nous sommes au 3e année. D'accord. Au 3e année de notre projet. Et là, le projet est en train déjà d'évoluer, atteindre déjà sa fin. Et je vais vous parler de quelle manière on a trouvé la situation. Et de quelle manière la situation se présente aujourd'hui. Avec les plaidoyers, avec les monitorings que nous faisons sur le terrain, de quelle manière la situation est en train d'évoluer dans la société. Est-ce qu'il y a diminution? Est-ce qu'il y a toujours augmentation? Tout ça dans les 4 aires où le travail est en train d'être réalisé. Voilà. Ça, c'est très bien. C'était justement ce qu'on appelle enlever les rideaux, pour ne pas dire une sorte de préambule, pour nous permettre, les spectateurs que nous suivent, ils sont concernés, parce que c'est cette population qui souvent est victime de ces actes. Alors, que faut-il dire exactement de cette question liée à la garde à vue en République démocratique du Congo? Merci beaucoup, monsieur le journaliste.
Merci Bayor pour cette question. D'abord, je vais commencer par dire aux téléspectateurs de Tropicana. Oui. La garde à vue, c'est passe à quel niveau? Parce que les droits est hiérarchisé, c'est ce qu'il faut comprendre. La garde à vue se passe au niveau des OPJ, officiers de police judiciaire. C'est comme ça qu'on les appelle. Ce sont au niveau dès que se passe la garde à vue. Et la garde à vue, c'est quoi? C'est lorsque, par exemple, vous avez commis une infraction, ou soit quelqu'un vient vous porter plainte à un sous-SIAT ou un commissariat de la police par rapport à un acte posé par vous-même, que lui n'a pas trouvé ça normal, ou vous avez violé ses droits, et il vient vous accuser, par exemple, auprès d'un OPJ. Et un OPJ, à son niveau, la loi lui donne aussi à son niveau d'arrêter quelqu'un et de le garder dans un bureau, là où il exerce ses activités. Il a ce qu'on appelle, il y a d'autres qui ont des amigos et d'autres qui ont des cachots. Et là où il va vous garder, le temps qu'il va vous garder là-bas, c'est ce qu'on appelle en droit la garde à vue. Donc au niveau des OPJ. Et c'est réglementé par la loi de 1978 et au niveau de l'article 1978 sur les attributions. Oui. Vous voyez. Maintenant, cette garde à vue, la loi est claire. Même quand vous lisez la Constitution, à son article 18, alinéa 4, la Constitution est claire. La Constitution dit la garde à vue ne peut jamais excéder 48 heures. Donc, l'OPJ, quand il vous arrête, il n'a que 48 heures pour examiner votre dossier. Et si 48 heures est passé, la loi lui dit, la loi est claire. On ne lui donne même pas la chance d'évoluer avec le dossier. Soit il transfère le dossier au niveau supérieur, au parquet, soit s'il a trouvé à son niveau des conclusions, il vous relâche. Oui. C'est ce que dit. Alors, très bien. En fait, c'est ça la garde à vue. Donc, la garde à vue au niveau de l'OPJ, c'est pour 48 heures. Et c'est réglementé par la loi. Le code de procédure pénale. Nous avons aussi la loi de 1978 sur les attributions des OPJ, mais aussi par rapport à notre loi suprême, notre loi fondamentale qui est la Constitution. De la République. L'article 18, alinéa 4 de la Constitution. Ça c'est très bien dit. Mais la grande question que les compatriotes qui sont en train de nous suivre sont en train de se poser, c'est est-ce que pour tout problème, on doit garder quelqu'un quelque part? Quand est-ce qu'on peut garder quelqu'un dans un cachot? Bon. On vient porter plainte contre quelqu'un, non, par exemple, il a pris, je ne sais pas, je lui ai vendu ma voiture, il me devait des $100, il n'a pas pu payer, ou encore j'avais tel problème avec cette personne-là et il n'a pas pu respecter ses engagements. Alors quelqu'un vient comme ça, il se présente devant un OPJ, directement on l'arrête. Quand est-ce qu'on peut garder quelqu'un dans un, je ne sais pas, cachot, vous appelez ça comment, amigo? Oui, amigo. Amigo. En fait, là, est-ce qu'on peut garder quelqu'un? Ah oui, pour n'importe quel motif. Bon, la loi est stricte et d'application. Ouais. C'est ça en fait la loi. Lorsqu'il y a un manquement grave, ou soit il y a une infraction commise par une personne, et que l'OPJ est en possession du dossier, la loi nous donne la possibilité, le pouvoir de vous garder. Maintenant, si on abordait cette question, par exemple, il s'agit en fait de quelle infraction qu'on peut chaque fois garder quelqu'un. Les gens se sont chamaillés dans un quartier, dans une avenue directement. La question aussi, c'est lorsque on garde quelqu'un à vie, c'est pour éviter, par exemple, dans les sociétés comme les nôtres ici, pour un simple fait, quelqu'un peut être lapidé. Oui. Quelqu'un peut subir des pressions, la justice tout ça. populaire. Très bien. Donc c'est aussi une façon de protéger quelqu'un. Protéger d'accord. C'est aussi une façon de protéger la personne contre ce que je suis en la clameur publique. Il y a aussi cette question aussi de la justice populaire. Pour éviter, c'est pourquoi la loi donne à l'OPJ. Mais par rapport aux questions des infractions, là, je crois que c'est une question que nous allons aussi aborder prochainement, peut-être par exemple au cours d'une autre émission. C'est là où je vais vous parler. Par exemple, quelqu'un qui vient, moi je viens juste auprès d'un OPJ lui dire que non, Monsieur Michel
a par exemple ma dette de $20 ou $10 et qu'il ne veut pas me payer ça, c'est pourquoi monsieur l'OPJ, moi je viens auprès de vous ici pour que vous puissiez garder monsieur Michel ici et les tabasser, les frapper, tout ça. Non. L'OPJ aussi c'est quelqu'un, c'est aussi un père de famille. Il va voir, est-ce que pour un $20 je vais garder quelqu'un ici chez moi? Mais je parle, chez nous, tout est devenu chida. La torture peut aller au-delà de l'action. Ça veut dire, on dit, pour un acte qui n'exigerait pas, par exemple, que quelqu'un débourse autant d'argent. Mais bon, le PJ s'est dit, bon, comme il cope, bon, si tu veux que je te relâche, il faut payer autant. Oui, ça aussi, c'est une question. C'est une question. C'est pourquoi on dit qu'il y a beaucoup de droits des personnes qui sont violées au niveau des OPJ. Très bien. Il y a plusieurs droits qui sont violés. Par exemple, si ce n'est pas parce qu'on a arrêté quelqu'un et directement... On doit faire de lui tout ce qu'on veut. Non. On l'arrête, c'est sûr, mais il bénéficie de tous ses droits. Très bien. Alors, vous avez dit, dans certaines aires opérationnelles, acceptez que j'appelle ça comme ça, les aires d'action. Les aires d'action, les aires où les actions sont menées à travers votre organisation. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se dire que la situation est en train d'évoluer ou, si vous voulez, les résultats sur le terrain? D'accord, merci. C'est une très bonne question. Une très très bonne question. Le projet Restore 2, nous sommes à la 3e année de notre projet. On a commencé le projet, je crois, depuis 2021 que le projet a commencé. Et des statistiques, avant que le projet ne puisse s'étendre, le projet ne puisse vraiment évoluer dans les 4 communes où je vous ai citées ici. Vraiment, en soi, on avait trouvé un déficit majeur sur la question des droits des détenus. Il nous a fallu du temps pour sensibiliser. Parce que quand on fait le monitoring, nous prenons aussi l'état de sensibiliser et à la fois et les OPJ et les détenus et les personnes qui sont arrêtées au niveau des cachots. Parce que nous prenons le temps de les sensibiliser, de leur parler. Ce n'est pas parce que vous êtes arrêtés aujourd'hui que vous ne bénéficiez plus de vos droits. Non. On essaie de les sensibiliser et on essaie aussi de faire voir aux OPJ. Parce que nous devons soulever aussi cette question. Et il y a beaucoup d'OPJ qui sont aujourd'hui, il est OPJ, mais qui n'ont pas bénéficié d'une formation adéquate. Des formations adéquates pour permettre d'assumer correctement son rôle d'OPJ. Mais là, c'est déjà un problème. Quand vous vous retrouvez déjà devant quelqu'un qui ne maîtrise pas ce qu'il doit faire ou ce qu'il est censé faire, alors en ce moment-là, on va vivre des situations... On vit tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui dans les cachots. C'est à cause de ça. D'où il y a encore beaucoup à faire, mais depuis que le projet a été lancé dans les 4 communes où je vous ai parlé, où nous sommes en train où nous effectuons nos descentes, et il y a vraiment une diminution sensible des cas et des arrestations arbitraires, des tortures, tout ça. Bien qu'il y a encore beaucoup à faire, mais nous pouvons dire au stade actuel aujourd'hui, nous avons contribué sensiblement à la diminution de ces cas de torture, des droits. Des personnes Très bien. Mais il y a aussi la situation environnementale, parce que nous disons l'environnement carcéral. Mais quand nous allons à nos cachots aujourd'hui, des conditions déjà dans lesquelles vivent les détenus, ce sont des conditions inexplicables. Vous verrez une petite pièce, on va entasser des gens comme s'il s'agissait des chinchards. Et en même temps, il n'y a pas des installations hygiéniques, pas de toilettes, parfois il n'y a pas d'eau. Ils sont censés faire tout sur place et parfois c'est très compliqué. Est-ce que vous avez aussi travaillé sur cet aspect des choses? Oui. C'est pourquoi je vous... Parce que là, les grands problèmes, parce qu'on va mettre quelqu'un dans une condition qui va le rendre de plus en plus malade. Oui, vous avez certainement raison, monsieur le journaliste. C'est pourquoi je vous ai dit, le projet auquel nous menons dans les 4 communes que je vous ai citées, les projets, regardez tous ces aspects-là. Le projet se focalise aussi sur tous ces aspects, notamment le plus grand aspect, c'est la torture. C'est sur base à partir de cet aspect-là que nous soulevons
d'autres questions. C'est par exemple la question que nous sommes en train d'aborder aujourd'hui sur la garde à vue. C'est sur base de ces grands aspects-là que nous soulevons d'autres questions par exemple, que nous sommes en train de parler aujourd'hui de la garde à vue. Souvent, nous faisons aussi le monitoring sur la détention préventive abusive. Nous essayons aussi de sensibiliser à ces niveaux-là les magistrats. Nous essayons aussi, à notre niveau, de voir maintenant dans quelles conditions les gens sont arrêtés, les gens sont gardés dans des cachots, les gens sont gardés dans les amigos. Parce que la torture ne veut pas tout simplement dire, quand vous arrêtez quelqu'un, vous commencez à les tabasser, vous commencez à les frapper, vous commencez à les soumettre aussi dans des conditions qui ne sont pas tellement, des conditions qui ne sont pas inhumaines. Cela aussi constitue une torture. C'est pourquoi nous abordons aussi cette question. Nous essayons aussi à notre niveau de sensibiliser les autorités judiciaires sur les conditions carcérales des gens dans des amigos, voire même dans des cachots. On a vu lorsque le président actuel, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République, quand il a été élu pour la première fois, l'une des grandes actions que le chef de l'État avait menées, fermer les cachots de la NER, cachot de ceci, cachot de cela, parce qu'il avait justement ce souci-là de voir la situation évoluer. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous dire, si on peut aller même au-delà de ces aires opérationnelles, c'est comme ça que j'appelle ça, est-ce qu'on peut aujourd'hui se dire qu'en termes de conditions, parce que je reviens sur cette question-là, conditions dans lesquelles les gens se retrouvent dans ces cachots-là, en termes d'assainissement, en termes de propreté, en termes de bonnes conditions, est-ce qu'on peut se dire que la situation a vraiment évolué? Est-ce qu'on peut se dire aussi que le ministère de la Justice est en train en même temps de travailler ou d'écouter vos plaidoyers, d'écouter toutes les voix qui s'élèvent pour que l'on puisse améliorer la situation dans ce sens-là? Vous voyez, la question du changement, le changement, c'est un processus. Très bien. Un processus qui ne peut pas se faire en un seul jour. À moins que vous puissiez avoir un bâton magique où vous tapez directement, ça change. Nous sommes une organisation de la société civile. Très bien. Nous travaillons dans la question de plaidoyer, de monitoring. Notre souci à nous, lorsque nous travaillons sur une question, c'est pour que demain ou après-demain, que nous puissions apporter un changement. Les changements-là peuvent nous prendre, par exemple, 10 à 15 ans. Mais si nous atteignons, par exemple, les changements, c'est déjà un point positif pour nous. Alors, par rapport à la question liée de la manière dont le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi décrit la situation de la justice dans notre pays, nous, à notre niveau aussi, nous essayons parce que... de vous accrocher à cette vision pour essayer de pousser les gens. Pour essayer de mener des plaidoyers auprès de la... Voilà ce qui se passe au niveau de la justice. Vous êtes les autorités judiciaires. Comment est-ce que vous abordez cette question? C'est pour cela que je vous ai dit, nous sommes appuyés financièrement par l'Union européenne, mais il y a RSEN qui nous accompagne sur le plan technique et d'autres partenaires. Très bien. Nous restons sur les côtés de la torture, mais je vous dis qu'il y a d'autres organisations. C'est par exemple RSEN organise souvent des ateliers, souvent des formations des magistrats, des OPJ, des magistrats des OPJ et même d'autres auxiliaires de la justice, juste pour ces genres de questions que vous venez de poser, pour permettre à ce que notre justice soit respectée. Notre justice, parce qu'on dit la justice élève une nation. Lorsqu'une justice n'est pas respectée, la nation... Très bien, parce qu'il y a aussi les aspects écologiques que nous allons évoquer, mais en même temps, est-ce qu'aujourd'hui, on peut se dire que tous les OPJ qui ont été formés, qui ont été encadrés, aujourd'hui, arrivent quand même à respecter les délais de la garde à vue. Chez nous, lorsqu'on vous allez, vous faites le monitoring, lorsqu'on arrive dans des cachots, est-ce qu'aujourd'hui les gens ne dépassent plus 48 heures? Est-ce que les OPJ s'illustrent véritablement dans ce respect de délai tel que défini par les textes et lois que nous avons dans notre pays? Voilà, merci beaucoup. En fait, dans les 4 communes, les 4 heures du projet... Ah oui, là vous avez eu à travailler. Nous sommes en train de travailler. Je vous confirme ici que, vu les formations que reçoivent les OPJ, nous avons constaté qu'il y a un changement positif de leur côté.
Pourquoi je peux dire ça? Parce qu'ils sont en contact en tout moment avec le moniteur de notre organisation. Ils sont en contact à tout moment avec les lois du pays, parce que à chaque fois que nous faisons des monitorings, nous faisons aussi en même temps la sensibilisation. Très bien. Et nous leur montrons les conséquences s'ils arriveraient à violer ces qui est textes, les droits, ces textes de loi qui parlent notamment de la garde à vue, mais aussi sur la question de la torture. C'est pour cela que j'aborde cette question, parce qu'on est au cours de cette émission, nous sommes en train de parler des droits des détenus et aussi de la garde à vue. Nous, partant des statistiques, aujourd'hui, nous pouvons nous féliciter parce qu'au moins on a obtenu un jugement d'un policier qui a été condamné à 10 ans suite à l'infraction de la torture. Ah, d'accord. Aujourd'hui, au moins, on peut se dire un policier qui a été condamné à 2 ans de prison. À 2 ans de prison. Est-ce qu'il y a aussi des OPJ qui ont été aussi condamnés parce qu'ils n'ont pas respecté les délais de détention? En fait, ils ne peuvent pas subir directement une condamnation en justice, parce qu'il y a une procédure d'abord administrative qu'il faut suivre. Ah, d'accord. Ils peuvent recevoir une sanction administrative. Tout ça. Mais nous essayons aussi de voir cet aspect. Déjà, c'est positif, hein, le fait qu'un policier qui a eu à torturer quelqu'un et que nous avons porté plainte. La victime s'est portée garant. Parce que vous devez savoir, sur cette question-là des tortures, il y a la part de la victime aussi. Il y a la crainte de la victime. Souvent, les victimes ne veulent pas dénoncer. Ils n'ont pas peur des représailles. Parce peur des représailles. Si je les dénonce aujourd'hui, lui, il est militaire, il va me faire ceci, il est policier, il va me poursuivre, tout ça, tout ça. Mais il y a celle-là qui brave cette peur, franchir cette étape-là et qui porte plainte devant les juridictions appropriées pour que les bourreaux ou la personne qui a effectué cet acte-là soit condamnée. C'est pourquoi on a même obtenu ce jugement-là. Oui. Voilà. Ça c'est très bien. Et alors il faut que des actions puissent s'étendre, parce que aujourd'hui la population congolaise est vraiment en train de souffrir, surtout dans les milieux reculés, hein, où parce que pour avoir commis, je ne sais pas, telle ou telle autre infraction, vous voyez, on arrête quelqu'un, on le malmène, parfois un père de famille, comme quelqu'un qui a fait je ne sais quoi, sans respecter ses droits. Et là, c'est vraiment un problème sérieux. L'État congolais doit vraiment s'apaisantir sur cette question pour, d'une part, parce que vous l'avez dit au début, beaucoup d'OPJ parfois souffrent des formations, beaucoup ne sont pas formés. Alors déjà là, je me pose la question, comment quelqu'un qui n'est pas formé va faire un travail qui nécessite une formation? Là, c'est déjà un problème sérieux. Alors, au regard de la situation, au regard du travail qui a été fait, est-ce que vous avez déjà été devant des gens qui ont été victimes des cas de torture? Oui. Merci. Vraiment, c'est une question tellement capitale. C'est pour cela que je peux vous répondre directement que Arche d'Alliance, l'organisation qui m'a mandaté, bien que nous travaillons dans la coalition, parce que là, j'ai voulu avoir... a une base de données. Ah, d'accord. A une base de données par rapport aux 4 communes où nous travaillons. Où le travail est fait. Où les projets entre les Il y a une base de données des victimes de torture. Il y a des victimes que nous assistons plutôt, que ce soit sur le plan médical et voire même sur le plan judiciaire. Nous les accompagnons. Ils prennent le courage de dénoncer. Et nous, en tant qu'Arche d'Alliance, nous les accompagnons. Voilà, jusqu'à ce qu'ils puissent être rétablis dans leurs droits. Voilà, c'est ce que moi je peux vous dire. Dans des cas, des personnes qui ont été victimes et qui ont saisi la justice contre comment on les appelle, les tortionnaires. C'est ça les termes, les tortionnaires. Oui. Donc, Arche d'Alliance détient une base de données, une base de données de toutes ces victimes-là qui ont démontré leur bravoure de traduire en justice tous ces tortionnaires. Alors, c'est pour cela que je peux vous dire, il y en a. C'est sûr que nous n'avons pas encore vraiment atteint le nombre demandé. Le nombre vraiment, le nombre, comment est-ce que je peux dire? En termes vraiment de la diminution sensible, c'est sûr qu'il y a encore beaucoup à faire, mais aujourd'hui, je peux vous dire que non, au moins on a une base de données des victimes et que nous sommes en train de continuer, nous continuons toujours à les assister sur le plan judiciaire et nous les accompagnons pour qu'ils soient rétablis dans leurs droits. Voilà. Alors, une question me vient à l'esprit. Est-ce qu'on peut se dire, au regard
de tout ce que vous êtes en train de présenter comme situation sur le terrain, au regard du travail qui a été fait, justement. Est-ce qu'on peut réussir aussi à fermer ou au débat, parce que vous avez déjà dit qu'on ne peut pas arrêter ces OPJ-là parce qu'il y a des démarches administratives. Alors, comment arriver, là sur le plan de la justice, comment arriver à contrer, n'est-ce pas, au niveau des autorités, si vous voulez administratives, comme vous le dites là, à imposer ou à contraindre tous ceux qui s'illustrent en récalcitrant, parce qu'il y a toujours parfois des OPJ, des brebis galeuses ne manquent pas, qui parfois vont au-delà de toutes les instructions qui sont données. C'est vrai qu'il y a des actions qui ont été menées et qu'à travers ces actions, il y a de ceux qui ont compris et qui se mettent dans une position de respecter les lois. Maintenant, comment on peut arriver à orienter ou encore à contraindre d'autres qui continuent encore à piétiner les lois qui existent? Oui, monsieur le journaliste, je dois rectifier quelque chose. Allez-y. En fait, je n'ai pas dit que non PJ ne peut pas faire l'objet d'une arrestation, non. Je parlais sur le plan administratif d'abord parce que la procédure doit commencer d'abord sur le plan administratif en ce qui concerne la garde à vue. Oui. S'il y a un policier qui n'est parvenu pas à respecter un OPJ qui, dans ses attributions, est censé connaître les droits de toute personne qui est arrêtée dans son cachot. Et c'est pour cela que je dis que la procédure administrative d'abord doit commencer. Ce n'est pas à dire que non, si... Bon, on va s'arrêter à la procédure. Il peut arriver qu'un OPJ torture quelqu'un. Ouais. Là, c'est grave. Là, ça devient... Là, ce n'est pas à dire parce que lui, l'OPJ, on ne va pas l'arrêter. Non, ni le décide de la loi. Toute personne qui violerait une loi dans notre pays est passible d'arrestation et passible de condamnation. Même les OPJ dans leur travail. La loi vous dit clair. Ils ont la loi dans leur bureau, notamment la loi de 1958, à son article 73, qui nous parle de la garde à vue. Et ils sont censés connaître cette loi. La Constitution, la procédure pénale, ce sont des lois strictes qui demandent comme dans ses attributions. Et lorsque tu arrives à violer, c'est déjà une loi que tu as violée. Et tu es passible d'arrestation, de condamnation. Alors, qu'est-ce qu'ils disent alors ces OPJ lorsque vous entrez en contact avec eux? Est-ce qu'ils cèdent facilement? Est-ce qu'ils ne présentent pas aussi certaines contraintes auxquelles eux aussi font face? En fait, c'est aussi, toute personne a le droit de se défendre. Très bien. Non, ça veut dire que les OPJ, lorsqu'ils sont formés, parce que vous faites un grand travail, ça veut dire de former ces gens pour qu'ils respectent la loi. Mais est-ce que pendant la formation ou quand vous êtes en contact avec eux, est-ce qu'eux aussi ne présentent pas parfois quelques difficultés qu'ils rencontrent sur le terrain, quelques contraintes Ils nous présentent souvent des difficultés qu'ils rencontrent sur le terrain, des difficultés qui sont tellement liées aussi sur le plan technique et fonctionnel. Fonctionnel surtout. Surtout fonctionnel, parce que dans la plupart des cachots, des amigos, des milliers carcérales, où que vous comptez, vous visitez. Nous visitons souvent. La question est que nous ne recevons pas des frais de fonctionnaire. Ça dit que ceux qu'on arrête viennent des lorsqu'on vient, on retrouve par exemple les gens dans des conditions un peu, des conditions inhumaines. La réponse souvent des OPJ, c'est sur le terrain. Bon, nous on n'a pas de moyens. Qu'est-ce qu'on va faire? Si on construisait seulement des bons bâtiments, des milieux où nous pouvons garder des gens. On n'aura pas tous ces problèmes ici. Le problème est qu'il y a aussi ces désengagements de l'État dans la prise en charge de certains services de l'État, notamment, et aussi les cachots. Alors, c'est ça souvent les difficultés qu'ils soulèvent. Mais cela ne peut pas déroger à ce qu'ils puissent commencer à violer les droits des détenus. Ce n'est pas parce que l'État ne vous a pas donné les frais de fonctionnement que vous êtes appelé aujourd'hui à commencer à rançonner. Parce que, je vais vous dire une question. Il y a certains OPJ qui gardent les gens au-delà des 48 heures. Pourquoi? C'est pour commencer à les rançonner. C'est pour commencer à les intimider. Vous voyez, par exemple, on vient vous accuser pour 100 000 francs. Notamment, 100 000 francs qu'on vous a accusé. On vous met la pression. Parce que moi-même, j'ai assisté. J'ai assisté à un cas, ça c'est juste une parenthèse qu'on va bientôt fermer. J'ai assisté, c'était à Maloueka. On avait arrêté un mineur.
Vous savez tellement bien que ce n'est pas la question que nous abordons. Ouais, on aura des occasions parce que... J'en profite pour parler. On a arrêté un mineur. Vous savez, la loi de 2009 est stricte dans ce sens. C'est ça. Tout OPJ n'a pas qualité d'arrêter un mineur. C'est ce que dit la loi. Une fois que vous êtes en présence d'un dossier d'un mineur en tant qu'OPJ, vous avez l'obligation directement de constituer et de les transférer à son juge naturel qui est le tribunal pour enfants. Mais je suis allé assister un cas à Maloueka, je ne vais pas citer les Souciates, je suis allé assister un cas là-bas, je trouve, bon, en fait ce sont des mineurs et l'homme et la femme, tous étaient encore des mineurs. On les a arrêtés pendant qu'ils faisaient leur travail de routine de la nuit. Et je suis arrivé, mais pourquoi est-ce que vous les gardez jusqu'à cette heure ici dans vos cachots au lieu de les transférer directement à l'être? Non, nous les avons gardés ici juste pour une question de... vous voyez, on était en train de les conseiller aussi en tant que parents. Mais la question, juste après avoir m'entretenu avec la famille du garçon, me dit non, on l'a gardé là parce qu'on était en train de nous demander de leur payer 200 000 francs. Je me dis, il demande 200 000 francs sous base de quoi? Qu'est-ce qu'il a établi comme infraction? C'est pourquoi j'ai posé la question à l'OPJ. Est-ce que vous avez avec vous la loi de 2009 sur la protection de l'enfant? Parfois, il y a aussi des OPJ qui ne maîtrisent pas les textes de loi, qui eux-mêmes ne sont pas formés. Vous n'avez pas de la formation d'ailleurs. C'est pourquoi je vous dis qu'il y a encore un défi. Un travail à faire. Parce que, je vous ai dit, les projets ne se limitent que sur 4 communes. Et il faut les étendre, ça va venir. Ça dépend des moyens aussi. On espère que d'autres bailleurs viendront pour vous appuyer. Pour que le projet puisse atteindre, par exemple, tout Kinshasa, voire toute la République. Pour que cette question-là, des violations de la garde à vie, soit bien traitée et soit bien respectée, surtout par les autres. Même au-delà de la garde à vie, toute forme de torture, toute forme de traitement inhumain doit être mis de côté. Cette forme-là doit être mise de côté. Alors, on arrive à la fin. Oui. Un dernier mot, un message peut-être à lancer à ceux qui nous suivent, surtout à ces OPJ-là, qui sont en train de nous suivre. Parce que c'est de ça que c'est... Bon, qu'est-ce que je veux dire? C'est Talinde Bango. Il y a des Kamuna Bango. Bango de OPJ. Bango de parfois, ils ont torturé, Bango de ils conditions, ils ont permis de qui vont moto et tout ça. N'habitez pas Lingala, on a le baiser malam. Parfois, Lingala pèse à la rapace. Et quel est le message que vous lancez à tous ceux qui vous suivent et à la population et à ces OPJ là? D'abord, je vais commencer par le message à la population. Vous devez toujours mettre en application ce principe de droit qui dit que nul n'est censé ignorer la loi. C'est sûr que l'État a aussi l'obligation d'abord de la sensibilisation et de la vulgarisation de toutes les lois du pays. Mais l'État aussi a rempli quelque part aussi sa mission en mettant à notre disposition ce qu'on appelle les journaux officiels. C'est-à-dire lorsqu'il y a une loi qui est promulguée et directement la loi est transmise au niveau du journal officiel. Donc si vous avez l'habitude parfois de parcourir les journaux officiels, vous serez toujours en possession des lois. Et lorsque vous connaissez bien vos droits, vous avez la capacité de les défendre. C'est ça la question. Ce n'est pas parce que vous êtes arrêté aujourd'hui sur une affaire que vous avez perdu tous vos droits. Non, vous gardez tous vos droits, mais c'est juste un moment qu'on vous garde pour que les enquêtes soient effectuées et qu'on arrive à établir des responsabilités. Vous voyez, c'est ça la question. Donc, je demanderai à la population, au-delà d'être sensibilisé, au-delà de la vulgarisation chacun peut fournir aussi des efforts. Les organisations de la société civile, l'État congolais lui-même, vous avez aussi cette obligation de l'auto-formation et aussi des recherches. Très bien. Des recherches de toutes les lois pour vous mettre à l'abri des violations de vos droits. Mais oui, quelqu'un m'a écrit un message pour dire que Nambo Kanabiso, bon, je suis en train de vouloir traduire ça en lingala pour ebima bien. Ato, talisi bango ke oyebi makambo ozoloba. Bako me moko kana la logique na bango. Fin de fin folomba. Parce que non c'est comme un cop. Oui, c'est sûr que nous c'est comme un cop, comme on venait de le dire. Le problème est que vous devez savoir que le service
c'est les services militaires au niveau de la police. La première question, vous savez, et ce sont des militaires, ils ont été formés sur de quelle manière ils peuvent intimider les gens. Et lorsque vous avez par exemple peur, c'est à ce moment-là, et profite. On va profiter et ils vont violer. Marcher sur vos doigts. Mais si vous trouvez que par exemple, non, OPJ, il y a aussi au gardien déjà, ça fait les lots déjà, ceux qui troisième jour. Dossier nangai, est-ce que vous avez droit de garder un troisième jour ce que vous avez kamakamuté, vous avez réunir les éléments soit pour relâcher ngai, tinda dossier nangai na parquet. Mais Congolais pas bangaka donc au parquet, bana farba on a fait nga ko ba bien comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Détention provisoire là. Voilà. On a que prison. Là aussi c'est un autre problème, mais je pense que c'est une thématique importante parce que vraiment beaucoup de Congolais sont victimes de cette situation. On aura encore d'autres occasions pour aborder cette question. Nous sommes arrivés à la fin. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je remercie Arche d'Alliance qui m'a mandaté pour venir animer cette émission sur la garde à vue. Et également, nous ne pouvons pas terminer cette émission sans remercier les partenaires qui nous accompagnent, notamment l'Union européenne et RSN qui nous accompagnent sur le plan technique. Et nous comptons vraiment aussi à la sensibilisation de vous en tant que journaliste sur cette question, parce que à chaque fois que vous essayez aussi d'aborder cette question sur le plateau, ça édifie aussi. Ça édifie, ça sensibilise. Ça permet à ce que les gens puissent connaître et dire non, lorsque je suis devant un OPJ, je dois savoir comment me comporter. Je dois savoir que j'ai juste 48 heures devant un OPJ. S'il n'arrive pas à trouver des conclusions sur mon dossier, il doit transférer à la hiérarchie. Peut-être là où on peut trouver des solutions pour moi. C'est ce que je peux dire comme dernier mot. Ça n'est fini. Mesdames et messieurs, merci à Fiston Moenga d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous devez connaître vos droits, vous devez savoir comment est-ce que vous devez réagir lorsque vous êtes dans des situations très compliquées. Mesdames et messieurs, nous avions parlé de l'environnement carcéral en République démocratique du Congo. Il y a beaucoup à faire, beaucoup reste encore à faire, beaucoup pour redresser l'appareil judiciaire en République démocratique du Congo, mais il faut aussi l'implication de tous. Merci de nous avoir suivis. Merci à Jonathan qui nous a permis d'arriver jusqu'à chez vous. D'ici là, portez-vous bien et surtout, bonne suite des programmes sur nos antennes. Au revoir.